mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre notre émission Objection sur la 98.5 avec comme invité ce dimanche Mamadou Lamine Diallo. C'est un plaisir, Monsieur Diallo, de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Baye Omar, de nous recevoir encore ici dans cette salle, dans ces studios, dans cette station qui est la nôtre. Qui me fait toujours penser à mon ami, mon grand frère, Babacar Touré, qui est un éminent savant d'ailleurs, ou sachant, en tout cas, je le considère comme tel, et beaucoup de gens également. Et bien également aux auditrices et auditeurs de Sud FM, bonjour. Vous êtes un adepte de Sud FM? Absolument, oui. Ah, oui, forcément. Mais alors, dites-nous, vous êtes économiste. Mamadou Lamine Diallo, également 7e vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, président du mouvement Teki. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire traiter les questions économiques, M. Diallo, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en démocratie, eu égard à notre trajectoire démocratique? Non, moi, effectivement, merci de me poser cette question. Il y a des choses sur lesquelles, normalement, le Sénégal devrait les dépasser. Je prends l'exemple qui, aujourd'hui, se pose à nous, directement. C'est, par exemple, l'interdiction de la manifestation ou l'interdiction du meeting de Pastef à Mbacké vendredi. Qui a occasionné beaucoup de dégâts. Exactement. Oui. Et donc, pour des motifs de ce que nous savons, qui sont quand même légers. Omission de signature et de numéro de téléphone. Quand même, le PASTEF n'est pas un parti clandestin. Il est connu, il a des députés, des maires, etc. Le cher Thioro Mbacké est député de Mbacké. Si l'administration voulait connaître les numéros de téléphone et les adresses de ceux qui ont écrit la demande, elle peut le savoir. Et elle doit le savoir. Et elle a les moyens de le faire. Et elle doit le faire. Parce que dans ce pays, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais ça, c'est faux. Nous, les députés qui votons la loi, nous ne la connaissons pas. La loi, c'est très compliqué. Celui qui peut prétendre connaître toutes les lois au Sénégal, les décrets, il n'y en a pas. Ce sont les fonctionnaires qui, dans leur domaine de compétences, peuvent connaître la loi parce qu'ils travaillent sur ça tous les jours. Donc, ils ont la loi, ils ont les conventions internationales, ils ont les décrets, les arrêtés. Et c'est comme ça. Donc, l'administration, elle n'est pas là pour bloquer les citoyens, elle n'est pas là pour les fatiguer, elle est là pour les aider. C'est un service public, c'est un service au public. Pour les accompagner. Pour les accompagner, et c'est un service qui est payé, n'est-ce pas? Et donc, je pense que le préfet de Mbacké, là, à mon avis, il n'aurait jamais dû faire ça. Et donc, de manière générale, vous me posez la question, au Sénégal aujourd'hui, le droit de faire un meeting, le droit de manifester, c'est dans la Constitution, tout ça doit être garanti et derrière nous. D'ailleurs, c'est même pas une autorisation qu'on demande, c'est une information qui est, et donc c'est l'État adressé à l'autorité. À l'autorité qui est chargée donc de veiller à la sécurité. Et donc, à mon avis, voilà une question sur laquelle il y a eu consensus. On a fait des avancées sous Abdoulaye Wade, et sous Macky Sall, on a reculé, et ce n'est pas normal. Il y a la question du troisième mandat, également, cette question-là. Il y a un consensus politique depuis les années 90. Oui. Le professeur Boye nous l'a rappelé magistralement il n'y a pas longtemps. Et quand même, on ne peut pas continuer à jouer avec l'esprit des Sénégalais. Tout le monde sait, et c'est l'accord ici politique, la classe politique et du peuple,
que quand on fait 2 mandats à la présidence de la République, vous ne pouvez pas avoir une 3e candidature, celle-ci, elle est irrecevable. Cette question, elle doit être dépassée au Sénégal. Et il y a une autre question qui se pose à nous, à l'Assemblée nationale. Effectivement, vous avez dit que je suis membre du bureau, comme étant 7e vice-président. La déchéance de la députée Aminata Touré. Oui. Quand même. Oui. Ça, on ouvre vraiment la voie à quelque chose de très grave. Parce que désormais, il suffit que le président de groupe parlementaire écrive au bureau de l'Assemblée nationale, ou par exemple au président de l'Assemblée nationale, en lui disant tel député, pour X, Y raison, je considère qu'il est en rupture de banc, et par conséquent, il faut constater sa déchéance. Le président de l'Assemblée nationale il a ses prérogatives, convoquer le bureau de l'Assemblée nationale sur cette affaire et demander le vote du bureau. Et si majoritairement un vote se dégage pour constater la déchéance, automatiquement, ce député quitte l'Assemblée nationale. Puisque dès que le bureau constate la déchéance, c'est terminé, et à la prochaine séance plénière, on convoque son remplaçant, et il n'y a pas de vote, il n'y a rien du tout. Mais là, vous aviez voté contre. Personnellement, j'ai voté contre. Alors que vous êtes membre de la coalition Wallu qui déclare avoir voté cette déchéance. Oui, tout à fait, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord... Sur la forme comme sur le fond. Bon, par rapport à notre groupe parlementaire, je suis membre de ce groupe parlementaire qui s'appelle Liberté, démocratique et changement. C'est Wallu Sénégal qui, voilà, j'en fais partie. Nous n'avons pas discuté de la question d'Aminata Touré dans notre groupe. Puisqu'en allant à cette réunion convoquée par le président de l'Assemblée nationale, on ne connaissait pas l'ordre du jour. C'est sur place que nous avons été informés de l'ordre du jour. Sur le papier, le président de l'Assemblée nationale a simplement marqué information. Voilà. Comme ordre du jour. Ordre du jour. Bon. Moi, j'avais suspecté un peu, après avoir un peu regardé à gauche, à droite. J'ai même tué là-dessus en disant c'est certainement un coup fourré de Benno Bokk Yakaar qui allait arriver. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, sur cette affaire-là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, d'abord, la loi, la Constitution ne dit pas ça. Ce point dans la Constitution a été introduit par Maître Abdoulaye Wade dans la Constitution de 2001 et s'attaquait à un problème bien précis. C'est-à-dire que les députés PDS qu'il y avait avant, au bout de quelques temps, 1-2 ans, à l'époque, ouvertement, allaient faire un meeting de ralliement au Parti socialiste. C'était pour y mettre un terme. C'était pour mettre un terme. Donc c'est quelque chose de très précis, où il y a un acte vraiment clair, précis, où on change. Quand tu fais un meeting de ralliement à Bambey ou je ne sais pas où, c'est très clair. Tu as choisi de quitter le PDS, aller au PDS. Et qu'est-ce qui fait la différence avec ce cas-ci? Ici, c'est des divergences politiques dans un parti. Ça existe. Des divergences politiques, c'est vrai que c'est une divergence de fond. Même de ligne. De ligne. Je ne sais même pas si c'est de ligne. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai entendu Mme Aminata Touré dire à l'Assemblée nationale, essentiellement sur la question de la 3e candidature de Macky Sall, elle dit, nous, on était tous d'accord sur le fait que Macky ne pouvait pas avoir une 3e candidature. C'est cette interpellation qu'elle fait régulièrement à l'Assemblée nationale et dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous changiez d'avis? Voilà la question qu'elle pose. Et en tout état de cause, elle, Aminata Touré, elle reste dans ses bottes pour dire que le président Macky Sall n'a pas droit à une 3e candidature. Et elle n'a pas démissionné non plus. Et donc, ça, à mon avis, c'est pas ça qui est visé par la loi et la Constitution. Parce que, effectivement, on peut être dans un parti et ne pas être d'accord sur un point précis, ou même ne pas avoir la même ligne. Quand, évidemment, les accords se précisent, il peut y avoir des problèmes de ligne dans un parti. Mais aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, je l'ai dit d'ailleurs au bureau de l'Assemblée nationale, quand la question a été posée, l'Assemblée nationale, elle ne connaît pas la paire. Les gens de la paire, les députés de la paire ont crié. Parce que c'était l'argument avancé. L'argument avancé, c'est une lettre du secrétariat de la paire qui constate que Aminata Touré a démissionné par des actes, etc., par des positions. Donc, elle n'a pas démissionné formellement de la paire. C'est cette lettre-là qui a été transmise au président du groupe Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm, et Youm, sur cette base-là, a saisi le président de l'Assemblée nationale.
Or, l'Assemblée nationale ne connaît pas l'APR, que ça leur plaise ou non, c'est la vérité. On connaît Benno Bokk Yakaar. Le Conseil constitutionnel a proclamé Benno Bokk Yakaar. Qui est allé aux élections. Oui. Et donc, Aminata Touré n'a pas démissionné. En tout cas, y compris même, d'après leur formule, là, ils n'ont pas constaté la démission de Aminata Touré et de Benno Bokk Yakaar. Parce qu'à la limite, quelqu'un peut parfaitement démissionner de l'APR, aller au Parti Socialiste. Ou à un autre parti, qui est dans Benno Bokk Yakaar. Et donc, sur le plan de la forme, c'était pas recevable, cette lettre de Youm. Youm, d'ailleurs, a très bien compris ça. Dans les échanges, il n'est plus revenu sur ça. Il s'est basé sur une jurisprudence, paraît-il, qui a eu lieu avec l'affaire Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo. Voilà comment ça s'est passé. Il parle de tradition. Ouais, de tradition la tradition parlementaire n'est pas supérieure à la loi, le règlement intérieur n'est pas supérieur à la Constitution. Donc elle est fondée à attaquer. Il faut qu'elle attaque ça, parce qu'il faut qu'on mette fin à cette affaire-là. On ne peut pas jouer comme ça avec la Constitution et le règlement intérieur. Désormais, je vous dis, pour X, Y raison, un député peut se retrouver être chassé comme ça. Mais est-ce que ça ne sera pas difficile dans la mesure où elle n'a pas encore reçu le rapport qui a constaté la déchéance? Il faut qu'elle demande, au secrétaire général de l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale, la résolution de cette réunion du bureau à laquelle j'étais et qui a voté, comme on sait, et il faut qu'elle demande ça. Ou elle constate que le bureau, que la secrétaire générale ne veut pas lui donner ça. Et donc, il faut qu'elle attaque en justice. Il faut qu'elle, à mon avis, il faut porter le débat. Il faut qu'elle ait la pièce, quand même. Si elle n'a pas la pièce, bon, les juristes trouveront une astuce. Comme je dis, on peut faire constater par huissier puis refuse de le faire. Et sur la base de ça, et peut-être des articles de presse, sur cette base-là, attaquer devant la justice. Et le comportement de Wallu dans ce dossier, comment vous l'appréciez, vous qui êtes dedans? On n'avait pas eu à discuter de ça. Entre Quand nous. je dis Wallu, du PDS. Du PDS, oui. Bon, on n'avait pas discuté de ça. Le PDS considère que, en tout cas, le président Lamine Thiam, qu'ils ont eu à traiter ce genre de dossier déjà, et que, voilà. Bon, donc, il fallait être cohérent avec leur histoire. Bon, moi, j'estimais que, déjà à l'époque, nous, lorsque la question s'est posée avec Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo, Maître Ndeye Fatou Touré, qui représentait Teki à l'Assemblée nationale, était contre. On est, par principe, par doctrine, par idéologie, on n'est pas d'accord d'utiliser la loi pour des règlements de compte politique. Les débats, les divergences politiques se règlent politiquement par des débats. C'est ça la démocratie. Il faut accepter le débat politique, y compris au sein des partis, en tout cas, qui se réclament de la démocratie, puisque tous ces partis reconnaissent la constitution du Sénégal et sont d'accord que la démocratie, c'est ça qui fait fonctionner la République du Sénégal. Et en conséquence, il n'y a pas de raison pour une Y ou Y raison, X ou Y raison, parce que dans un parti, tel ou tel n'est pas d'accord avec la ligne du chef, eh bien, la personne doit être brutalement chassée et humiliée. Je trouve ça inacceptable et c'est notre position et on ne changera pas par rapport à ça. Oui, il est important d'analyser le fonctionnement des partis politiques en rapport avec le fonctionnement de l'administration. Vous êtes, on le dit, un technocrate, quelqu'un qui a travaillé pour l'État. Comment appréciez-vous justement cette histoire jusque-là qu'on a connue au Sénégal du point de vue du déroulement de l'administration sénégalaise par rapport au fonctionnement politique, notamment le parti au pouvoir? Alors, je suis content de discuter de ça avec vous parce qu'il y a deux niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est celui qu'on aborde le plus souvent, c'est que l'administration sénégalaise est quand même partie, après la colonisation, tout de suite, on est parti au parti État, le parti unique, avec l'UPS, le Parti socialiste. Et donc, il y a cette tradition-là, effectivement, qui est que l'administration est presque confondue, pour ainsi dire, au parti au pouvoir. Cela a évolué, a changé, et petit à petit, et effectivement, il y a eu des mouvements, il y a eu des mouvements d'idées qui sont arrivés jusqu'à dire que eh bien, l'administration doit pouvoir être indépendante des partis politiques et pour pouvoir faire son travail. Ce mouvement-là
a eu lieu avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade, mais à mon avis, il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est pourquoi, quand nous sommes allés aux assises nationales, nous avons discuté de la question, nous avons rédigé la charte de gouvernance démocratique et signée, et nous avons constaté que l'administration devrait vraiment afficher sa neutralité de plus en plus, et que certains postes devaient être ouverts à la concurrence, etc. Donc, ce mouvement-là, qui fait partie, à mon avis, du renforcement de la démocratie de la République du Sénégal, a été stoppé brutalement par le président Macky Sall. Parce que sous son règne, surtout ces dernières années, il y a une politisation excessive. Moi, je vois des directeurs nationaux qui se battent pour être maires, des directeurs généraux de grandes sociétés. Je me demande quel temps ils disposent pour pouvoir être maire d'une localité qui est souvent loin de Dakar. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être directeur national où vous devez travailler en 24 heures sur 24, entre guillemets, parce que ce pays a besoin de ses hauts fonctionnaires pour travailler, et vous prenez une partie de votre temps pour faire la politique politicienne, entretenir une clientèle, etc. Donc, pour moi, il faut arrêter ça. Le caractère partisan. Partisan. Il faut l'arrêter. En tout cas, nous, c'est très clair dans notre tête à Teki. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Il faut revenir à l'orthodoxie avec des hauts fonctionnaires qui sont là pour le peuple, qui sont là pour l'administration. Maintenant, l'autre question de fond, j'avais abordé ça avec Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Une fois, je suis parti vers son âme. Nous sommes partis visiter avec des députés dans le cadre du réseau parlementaire sur les ressources minérales le département de Tivaouane. Et on a visité les mines, etc. Et après, nous sommes allés rendre visite au Khalif. Il nous a reçus très rapidement et échangé avec lui. Et il y avait beaucoup de problèmes, de difficultés entre l'administration, les populations sur les questions de terre, sur les questions d'eau. Et on a eu cette réflexion que lui-même il a animée, qui est de dire qu'en réalité, notre administration est restée coloniale. Déjà, la tenue, comme me disait quelqu'un, du gouverneur ou du préfet, ça fait peur, n'est-ce pas? C'est pas une administration au service du peuple. Ce sont les colons qui ont amené ça ici, et les colons n'étaient pas là pour le peuple. Et par conséquent, et l'administration, elle était là pour opprimer les populations, pour les diriger, pour les obliger à accepter les politiques publiques coloniales. Et on a continué cette tradition-là. Alors, ce qui fait que, et ça se voit d'ailleurs à mon avis dans cette affaire du préfet de Mbacké, qui considère que lui il est assis et que tout le monde doit connaître la loi. S'il y a des petites erreurs, il ne peut pas prendre lui son téléphone, appeler le chef du PASTEF du coin en lui disant venez me voir et vous complétez ça, parce que c'est ça son rôle de service public. L'administration doit être au service du public, doit être au service des populations. Et ça, c'est une deuxième révolution qu'il faut engager dans ce pays au niveau de l'administration, parce que c'est fondamental. À l'ENAM, je ne sais pas où à l'ENA, est-ce qu'on leur donne des cours pour leur faire comprendre qu'ils sont au service du peuple et qu'ils ne sont pas là pour faire peur au peuple, qu'ils ne sont pas là pour les administrer. Au contraire, je crois que ça, c'est extrêmement important de le soulever et de le noter. Dans les prochaines années, ce sont les questions que le Sénégal doit régler ou doit résoudre pour parler français définitivement. Définitivement pour un renforcement de notre démocratie. Et de nos institutions. Et de nos institutions. Mamadou Lamine Diallo, vous avez parlé plusieurs fois de l'étape de Mbacké. Ce meeting de Mbacké a engendré des conséquences. Des conséquences que certainement vous déplorez sur le plan matériel, des boutiques saccagées, entre autres. Alors, avec une jeunesse aujourd'hui, pas laissée à elle-même, mais qui se manifeste déchaînée pour une cause, qu'elle soit politique, économique ou même sociale. La question de la jeunesse, en tant qu'économiste, elle est préoccupante au regard, justement, de ces manifestations. Bien entendu, parce que ce que je m'évertue à expliquer depuis des années, c'est le débat économique que j'ai voulu avoir, d'ailleurs qui a été demandé par le président Macky Sall lui-même, et il n'a jamais voulu l'avoir avec nous, parce qu'ici dans ce pays on veut étouffer le débat politique dans des faits divers faits, des vies privées des personnes, alors que les vraies questions on ne veut pas les traiter. C'est des questions économiques. Enfin, oui. Parce que
le système qui est en place, oui. le système économique, que j'appelle à 10%. Pourquoi 10%? Parce que sur 100 jeunes qui se présentent sur le marché du travail, à 20, 21 ans, 22 ans, eh bien, il n'y a que 10 000, sur 100 jeunes, donc il n'y a que 10 jeunes, donc c'est-à-dire 10%, qui peuvent trouver à travailler, soit dans la fonction publique, ou dans le secteur privé moderne, ou dans les ONG, etc. Ce constat-là, il est fait pas par Mamadou Lamine Diallo, il est fait par Macky Sall et ses services. Et c'est ça la réalité. Le fondement de l'économie dans nos pays, c'est d'être capable de donner des emplois aux gens. Tout le reste... De la part de l'État? Oui, oui, bien entendu. Bah oui, parce que c'est l'État qui impulse, c'est l'État qui prend les impôts. Ça ne veut pas dire que c'est l'État qui doit embaucher tout le monde. L'État doit créer les conditions pour que, d'une part, certains seront recrutés. Beaucoup par pensent que l'État. c'est une fonction dévolue au privé. Oui, mais entendons-nous bien. Oui. Entendons-nous bien. L'économie, c'est d'abord fondamentalement du ressort de l'État. C'est parce que c'est l'État qui prélève les impôts, qui les fixe, les taux. C'est l'État qui impulse les politiques publiques, les incitations, les interdictions, les ceci et cela. C'est l'État qui emprunte de l'argent sur le marché national ou régional ou international. Et c'est cet État-là qui doit avoir une politique économique. Le résultat de cette politique économique, de toute l'économie, c'est la capacité de l'économie à créer des emplois. Et ça, c'est incontestable. L'économie, ce n'est pas une somme de réalisations constatées ou en tout cas préconstatées dans des sortes de tournées économiques qui sont des tournées politiques. Ce n'est pas du tout ça. Parce que ça, c'est facile à faire. Ce qu'on demande au président Macky Sall, c'est de créer les conditions pour que l'économie sénégalaise crée des emplois. Il a échoué, il ne sait pas faire. Ça ne l'intéresse même pas, puisque si ça l'intéressait, il aurait engagé un débat public avec nous depuis plus de 10 ans. Évidemment, Amadou Ba, qui est son principal conseiller dans cette affaire-là, est très content d'être élève. Un élève, on le note, et je lui donnerai 2 sur 20, puisque 2 sur 20, c'est 10%. C'est comme ça. Ils ne sont pas capables de faire autre chose. Lui-même, il n'a pas cette intention, puisqu'il dit, moi, je vais rester élève du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'ont pas pour mission de développer l'économie du Sénégal. L'économie du Sénégal, c'est l'affaire de la classe politique, des élites politiques, et en particulier des élites politiques nationalistes. Ce sont les élites politiques nationalistes qui développent les territoires, qui développent les États, qui développent les pays. C'est un constat qui est fait. Maintenant, les niches. Aujourd'hui, je reviens sur Mbacké. D'abord, à mon avis, le préfet a commis une lourde erreur, une faute, en refusant, en interdisant cette manifestation pacifique d'un parti politique reconnu, qui a déjà fait d'ailleurs un meeting comme ça à Pikine, qui peut le reproduire à Keur Massar, pardon. Et donc, franchement, il n'y avait aucune raison de créer ces conditions. Donc, c'est lui qui en est responsable directement, premièrement. Deuxièmement, derrière ça, moi je me demande, et je suis presque convaincu, s'il n'y a pas tapis dans Benno Bokk Yakaar des forces qui cherchent le chaos au Sénégal. Ah oui? Oui, parce que ils sont pas censés ignorer que en interdisant cette manifestation, la situation allait dégénérer. D'abord, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai interpellé le ministre Amadou Moussa Faba, le gouvernement, le Premier ministre, dans sa déclaration politique générale. Je leur ai dit droit dans les yeux. Vous allez augmenter les prix de l'énergie. Le peuple est témoin, le Sénégal est témoin. Ça a été sur injonction du FMI. Injonction ou pas, je leur ai demandé à ce moment-là. Les députés sont là, on va voter un budget. En réalité, il y a même eu dol, puisqu'ils n'ont pas dit la vérité aux députés. Ah oui? Ah oui, moi je leur ai dit, les députés sont là, je les ai pris à témoin. J'ai dit, moi j'ai regardé les chiffres. J'ai l'habitude de faire ça, je l'ai fait avant eux. Donc, je sais exactement les chiffres qu'ils nous ont présentés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et donc, forcément, avec la façon dont vous organisez vos dépenses, n'est-ce pas, vous êtes obligé, à cause du service de la dette, d'augmenter les prix de l'énergie. Et de supprimer des subventions. Et évidemment, donc de diminuer le niveau des subventions accordées à la Sénélec et aux autres. Bon, ils ont répondu
non, parce que en réalité, moi je leur ai demandé de dire oui ou non. Ils ont répondu non, et quelques jours après que les députés aient voté le budget de l'Assemblée nationale, ces braves messieurs se sont mis devant nous, droit dans les yeux, pour augmenter les prix de l'énergie. Et ça a des conséquences sociales. Vous avez vu la grève des transporteurs, le coût de la vie déjà qui était élevé, parce qu'il y a l'inflation mondiale avec la sortie de la Covid, il y a le prix du pétrole, le prix des produits alimentaires. La vie est difficile au Sénégal, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont un peu partout aussi. On a vu ce qui se passe en Afrique du Sud également, avec la catastrophe nationale face justement à l'électricité. Oui, à l'énergie. Oui, ça c'est au Burkina, on parle de famine également. Donc c'est une crise. Mais c'est pas une raison. Oui, ce n'est pas une raison. D'abord, le président Macky Sall était averti. Eux tous, ils étaient avertis que l'après-Covid serait inflationniste. En tout cas, moi, je l'ai écrit. Et beaucoup de gens ont dit ça. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il faut prendre en l'avance les mesures. Si tu sais que quand on va sortir de la Covid, on va sortir de la Covid, inévitablement. On a trouvé donc des remèdes, etc. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, à partir de ce moment-là, il faut anticiper en se disant, on va sortir de Covid, j'aurai une inflation mondiale, parce que on a injecté beaucoup d'argent. Et ici, on ne communique même pas sur le taux d'inflation constamment. Oui. Alors, sauf les spécialistes qui peuvent regarder ça dans les sites de la Banque centrale ou de la DPE, mais bon. Et en conséquence, la vie est difficile au Sénégal. Tout le monde le sait. Les gorgorlous, dans la banlieue, partout, y compris dans la classe moyenne qu'on appelle classe moyenne, etc. Donc la vie est difficile. Il y a une petite poignée de gens là, les affidés de la famille Faisal, comme je les appelle, c'est eux qui s'en sortent. Alors, ça fait moins de 2% des ménages du Sénégal. Alors, voilà la situation. Alors, deuxièmement, il y a le problème de fond que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le chômage massif des jeunes. Oui, et ce chômage massif, écoute, sur 10 ans, tu as au moins 1 million ou 1,5 million jeunes Sénégalais qui sont hors course. Ils sont hors course. C'est un constat. On le voit dans nos familles, dans la rue, chez nos voisins, partout où on se déplace au Sénégal. C'est toujours le même problème, troulement du travail, etc. Qu'on soit diplômé des universités ou des écoles privées spécialisées, ou qu'on ne soit pas diplômé, ou qu'on ait quitté l'école très tôt, ou qu'on soit allé dans les daras, ou qu'on soit allé dans les djanguisés, comme je les appelle, ceux qui apprennent les métiers très tôt, eh bien, le problème reste le même. Benno Bokk Yakaar, Macky Sall n'a pas de solution pour ça. En réalité, ça ne l'intéresse même pas. Et vous? Alors, à partir de ce moment-là, donc il y a un cocktail explosif qui est là, et les jeunes Sénégalais, il y en a qui ont bravé la mort, il faut le reconnaître, ils ont été à Barzakh, etc., ou dans le désert libyen. Ces gens n'ont aucun espoir. Au lieu, aujourd'hui, de créer les conditions pour recréer l'espoir, pour relancer les choses, on veut créer les conditions d'une confrontation, pour casser les institutions, pour démoraliser les Sénégalais, pour démoraliser les entrepreneurs, pour démoraliser les entreprises, pour démoraliser même les investisseurs. C'est pour ça que vous dites qu'ils veulent mettre le pays. Ben oui, à partir de ce moment-là, le projet funeste de 3e candidature pourrait être négocié. Parce qu'ils vont dire, voilà, nous sommes là, nous allons garantir la paix, etc., etc., parce qu'avant, ils ont créé les conditions pour que tout se casse dans ce pays. Nous avons averti. Nous nous battons pour. On avait même dans le cadre du CRD fait appel aux chefs religieux. Nous continuons ce travail parce que nous sommes des patriotes responsables. On ne veut pas Cette situation vous inquiète? Absolument. On ne veut pas le chaos dans ce pays parce que ça peut aller dans tous les sens. Le risque, ce qu'on appelle djihadiste, il est là. Quand même, il est au Mali, c'est le moins qu'on puisse dire. Autour de nous. Il est autour Mais de nous. avant, il y a quand même l'impact est sur le plan économique. Qu'est-ce que cela peut entraîner? Une instabilité politique impacterait sur notre économie. Ah, forcément. Ben oui, forcément. Parce que d'abord, écoute, si le chaos s'installe, les gens vont plus travailler, il y aura pas des problèmes de transport, il peut y avoir des problèmes de distribution d'énergie, des problèmes de distribution d'eau,
vous pouvez casser la machine économique à ce moment-là, c'est très clair. Et bon, les économistes ont des modèles pour mesurer tout ça. Déjà, en Baké, voyez-vous, on s'attaque à, voilà, c'est la Sonatel, je crois, Total, etc. Oui. Voilà, donc, et ça va quitter. Si ces provocations continuent, je crois qu'il n'y a aucune raison d'interdire les manifestations de PASTEF. Il faut que, franchement, Benno Bokk Yakaar, ou en tout cas l'administration, les préfets, qui sont sous des patriotes, je le pense sincèrement, regardent la réalité en face et laissent, encadrent ces manifestations, ces meetings-là. Parce que, évidemment, les gens ont des choses à dire. Les gens ont des choses à dire parce que le président Macky Sall et Benno Bokk Yakaar ont amené ici un débat qu'on croyait dépassé depuis longtemps. Eux-mêmes nous avaient rassurés en nous disant qu'ils ont verrouillé la Constitution, que plus jamais de troisième candidature ici. Et voilà que pour des raisons obscures, ou parce que, et surtout je le crois, on a du pétrole et du gaz, c'est à partir de 2015, quand Macky Sall a eu l'information qu'effectivement les puits sont productifs, c'est-à-dire qu'on a trouvé du gaz et qu'on a trouvé du pétrole, à partir de ce moment-là, et que les réserves sont importantes. C'était pas la première fois. D'ailleurs, j'entends souvent les gens dire, dans ce pays, c'est Macky Sall qui a amené le pétrole et le gaz. C'est pas vrai. Le DN14, c'est depuis 1963 ou 62, je crois. C'est une des raisons pour laquelle Mamadou Dia a créé la SAR, la Société africaine de raffinage. Ensuite, dans les années 90, il y a eu à Gadiaga la découverte de gaz par Petrosen. C'est Ousmane Diaye, qui est un des amis de Macky Sall d'ailleurs, il peut le lui rappeler s'il l'oublie, que c'est sous son aire qu'on a retrouvé du gaz à Gadiaga. Et donc, on le sait, il y a du gaz et du pétrole au Sénégal. Où exactement c'est tombé sous le magistère de Macky Sall, tant mieux pour lui, mais ça ne lui appartient pas. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui s'est passé avec Petrotim, Franck Timis, toute la corruption qu'il y a autour de cela, nous avons été en justice, on nous bloque. Mais ce que moi je pense, c'est que le président Macky Sall, avec ceux qui l'entourent, se disent c'est l'occasion rêvée pour nous, on va avoir les moyens, comme Paul Biya au Cameroun, de tenir ce pays pour 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et Paul Biya, par exemple, tous les vendredis, il oblige dans les mosquées les fidèles à prier pour lui pour qu'il soit encore au pouvoir. Vous vous rendez compte? Alors ça, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer ici dans ce pays. Oui, mais pour rester sous le chapitre du chômage des jeunes, du chômage massif, comme vous le dites, des jeunes, avez-vous trouvé la solution des niches d'emploi? Avez-vous réfléchi de la question? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Non. Le problème, c'est pas des questions des niches d'emploi, parce que c'est pas des niches. L'ampleur, c'est pas les niches, vous parlez de milliers. Quelle alternative? C'est pas eux, avec les emplois verts. En fait, bon, l'administration recrute des jeunes, là, avec le petit ministre du Commerce, là, qui recrute des jeunes pour aller surveiller les boutiques. Bon, on leur donne 50 000 ou 60 000, et ça, c'est payé par la dette de l'État. Ça, c'est pas des emplois véritablement, c'est des emplois aidés. C'est comme les ASP. On leur donne 50, 60 000, etc. Bon, pour ce que vous appelez niche. Eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour penser à résoudre le problème. Alors que moi, ce que nous proposons depuis longtemps, c'est d'envisager sérieusement. Et tout le monde, de plus en plus, est d'accord avec ça. Y compris, eux, les Européens et les Occidentaux qui les conseillent et qui sont leurs maîtres à penser qu'il faut passer à l'industrialisation du Sénégal et de l'Afrique. Et j'ai même entendu des dirigeants politiques français le dire, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont peut-être écouter ce que Mamadou Lamine Diallo leur dit. Alors, il faut passer à l'industrialisation de ce pays, parce que c'est la seule alternative pour créer des emplois massivement. Et c'est le talon d'Achille de l'actuel régime. Ça les intéresse même pas. Macky, pour me montrer que ça l'intéresse pas, il a mis Moustapha Diop là-bas. Quand il vient à l'Assemblée nationale, ça l'intéresse pas. Moustapha Diop ne faut qu'un effort pour connaître le secteur. Et le jour où il a déclaré qu'il va industrialiser le Sénégal en 2 ans, alors là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, effectivement, il ne sait pas de quoi il parle, ça ne l'intéresse pas. Et donc, c'est un choix délibéré. Et je sais d'où ça vient d'ailleurs. Ah oui? Oui, absolument. Je le dirai le moment venu. Ah oui, mais il faut expliquer aux auditeurs que c'est votre raisonnement pour comprendre, oui.
je dirais, le moment venu, parce que pourquoi Macky Sall n'aime pas l'industrialisation du Sénégal? Oui, mais ce serait bien de comprendre. Mais le fait, c'est qu'il l'aime pas. Il a mis Moustapha Diop là-bas, il n'a fait aucun effort là-dedans. Or, il nous faut aller dans cette direction, Baye, et c'est très sérieux. Oui. C'est la seule façon de nous en sortir. Il n'y en a pas d'autre. Irréversible. C'est irréversible. Nous n'avons pas le choix. Et en plus, si on respire un peu, on regarde le monde, parce que c'est ça la politique. C'est pas la vie privée de X, Y, Z. La politique, c'est s'occuper des affaires collectives. Des affaires, c'est s'occuper du futur. Alors, le futur du monde, c'est quoi? L'Afrique, c'est l'enjeu du monde. Depuis 2010. C'est ce qui est dit. Bah, écoute, moi, je l'ai démontré. Depuis 2008, dans une conférence que j'avais faite ici, une intervention, une conférence, ou je sais pas, une communication plus exactement. C'est Moupategué, d'ailleurs, m'avait demandé de le faire. À son âme. À son âme. J'avais discuté avec lui, on s'était rencontrés quelque part en Afrique, et pendant 2 ou 3 jours, je lui ai dit, moi, comment je vois la marche du monde. Il m'a dit, mais viens à Gabriel Péry, PIT, on organise un colloque, vous allez faire une communication sur ce sujet. Et j'avais dit, l'Afrique, c'est l'enjeu du monde. Le grand PIT de l'époque, c'est Mou Amad Dansokho, ils étaient là. Vraiment, eux, c'est des hommes politiques. Et c'est pas des politiciens, des clientélistes, etc. Et donc, l'Afrique, c'est l'enjeu du monde. Et celui qui contrôle l'Afrique, contrôle le monde. La secrétaire d'État, la secrétaire américaine au Trésor est venue ici il y a à peu près un mois pour dire quelque chose en disant l'Afrique va tracer l'avenir économique du monde. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont dire Mamadou Lamine Diallo, finalement, ce qu'il dit, c'est pas faux, parce que comme c'est un blanc qui a dit ça, il faut le dire. Voilà. Et donc, tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on se concentre là-dessus. Surtout les jeunes Sénégalais qui veulent faire de la politique, qui aiment leur pays, qui veulent des perspectives. Il faut réfléchir ensemble, tous, sur comment faire pour que cette Afrique qui est l'enjeu du monde puisse jouer son véritable rôle. Comment s'y préparer? Mamadou Lamine Diallo, analyse situationnelle aujourd'hui. Où en est-on avec l'économie sénégalaise? Écoute, l'économie sénégalaise, en tout cas, d'abord, il faut enlever quelque chose de la tête des Sénégalais, de nos citoyens sénégalais. L'économie, c'est pas une somme de réalisation, comme dit Macky Sall. J'ai fait un puits, j'ai tiré un poteau électrique, j'ai inauguré l'université Iba Der Thiam. Comme la somme des réalisations à Thiès. Voilà, par exemple. En annonçant des chiffres faramineux pour impressionner les gens, comme pour les hypnotiser finalement, et en faire ce qu'on veut. Au bon moment opportun, les transformer en bétail électoral. Il faut rompre avec ça. Et donc, l'économie, je le répète, c'est un ensemble d'actions, pour parler peut-être simplement, qui visent à améliorer le quotidien, ou en tout cas la vie des Sénégalais sur le territoire sénégalais. D'abord. Et cette amélioration se mesure d'abord à l'emploi, se mesure au coût de la vie, et aussi à l'accès, évidemment, à un certain nombre de services aujourd'hui qui sont devenus fondamentaux, comme l'électricité, comme le numérique, et avant tout à la santé, puisque la Covid a démontré que parmi les 9 biens premiers dont doit s'occuper l'économie, eh bien, la santé est le bien le plus important. Ensuite, vous avez l'alimentation. Ensuite, donc, vous avez évidemment le logement, la sécurité, l'éducation, je l'ai déjà dit, et ainsi de suite, jusqu'au loisir, parce qu'on en a besoin. La culture, etc. Donc, les économistes ont répertorié ces 9 biens et discutent depuis 100 ans pour savoir quel est le bien le plus important. Et donc, et c'est ça l'objet de l'économie. Vous me demandez comment va l'économie sénégalaise, je vous dis, c'est un système à 10%. C'est-à-dire, c'est un système qui te produit 10% d'emplois par an sur une population qui augmente avec un taux de croissance démographique de 2,5%, avec une population extrêmement jeune, 75% de la population sénégalaise ou 80 à moins de 40 ans. Et voilà la situation de ces pays. Les jeunes sont désespérés, ils ne trouvent pas d'emploi. Ceux qui ont de la chance peuvent aller dans la diaspora, se débrouiller, peut-être là-bas s'exprimer. Et ici, nous sommes bloqués
par des politiques publiques qui ne sont pas imaginatives, par des politiques publiques basées en réalité sur les vieux programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale qu'on a connus dans les années 80, réaménagés avec des éléments de lutte contre la pauvreté. Après maintenant, c'est tout cela qu'on a réaménagé. Et quand Macky Sall est arrivé avec son plan Sénégal émergent, c'est le document de la Banque mondiale. Qui est passé à PAP 2 heures. Voilà, plus 27 projets phares. Oui. On lui a permis d'avoir 27 projets phares parce qu'effectivement, comme on avait atteint le point d'achèvement, ils ont diminué la dette. Et donc, ils ouvrent la boîte à endettement du Sénégal et Macky Sall en a beaucoup profité. De 2500 milliards quand Wade est parti, on est presque aujourd'hui passé à plus de 12 000 milliards et sans oublier les arriérés intérieurs. C'est que Macky Sall, son régime doit aux entreprises, aux hôpitaux, aux pétroliers, etc., etc. Et tout cela, évidemment, est caché dans les finances publiques. C'est la dette intérieure, c'est les arriérés intérieurs. Oui. La dette intérieure, c'est par exemple les obligations ou les bons du Trésor achetés par les banques locales ou les compagnies d'assurance ou les individus. C'est ce qu'on appelle la dette intérieure. Oui. Mais ces arriérés intérieurs-là, qu'on appelle des fois obligations impayées, voilà, ils veulent plus arriérés intérieurs, ils ont obligations impayées. Mais ça existe. Parce que vous connaissez beaucoup d'entreprises qui vont vous dire le Trésor me doit de l'argent, pourtant moi j'ai bien fourni le service qu'on m'a demandé. Donc, voilà en gros. Et ensuite, il y a des disparités énormes. L'économie sénégalaise, c'est autour de Dakar, 70-80%. Si vous mettez Thiès-Mbour, pratiquement, tout est concentré autour donc de la région de Dakar et de Thiès. Or, j'avais proposé, d'ailleurs les assises nationales avaient accepté ça depuis longtemps, qu'il y ait des pôles régionaux de développement, qu'on réorganise à partir de ce moment-là l'aménagement du territoire, le fonctionnement de l'administration, pour pouvoir permettre à d'autres zones économiques d'éclore. Mais tout cela est assujetti à notre stratégie offensive planifiée d'industrialisation. C'est cela dont le Sénégal a besoin. Et moi, je veux discuter de ça avec le peuple sénégalais. Je veux discuter de ça avec les forces vives de ce pays. Je veux discuter de ça avec le patronat, avec les syndicats, avec les journalistes, avec les intellectuels, avec les hommes de culture, avec les jeunes, les étudiants, les mères de famille, les secteurs informels, pour leur expliquer et discuter avec eux en leur disant que c'est de cette façon uniquement que dans ce pays, il est possible de changer l'économie. Il est possible de transformer l'économie. Il est possible que nos ressources naturelles puissent être utilisées ici pour nous, pétrole, gaz, or, phosphate, ainsi que zircon, etc., pour que les Sénégalais qui sont talentueux, les Sénégalais qui ont de l'énergie, qui sont courageux, puissent ici, dans ce pays, Teki Amdirin, voilà. C'est-à-dire être utile. Être utile, Teki Amdirin, vous l'avez dit, on va peut-être procéder à une démonstration. Mamadou Lamine Diallo, vous avez la carte en face de vous du Sénégal. Cette carte du Sénégal, vous avez parlé de chaîne de valeur en insistant sur un besoin d'industrialisation. Le Sénégal en est là aujourd'hui. Quelle alternative concrètement pour en arriver à une industrialisation et quel impact cela va donner sur l'état de notre économie? Je n'ai pas dévoilé mes plans ici aujourd'hui à Macky Sall. Non, de mon côté. Non, je ne le ferai pas parce que d'abord, j'ai pas le mandat pour le faire. Un aperçu. Mais moi, pourtant, j'ai été très clair. Oui, mais un aperçu. Mais ensuite, ce que on va pas déflorer le programme. Mais ce que j'ai dit ici, en réalité, je n'invente rien. C'est pas des choses que j'ai sorties dans ma tête comme ça, assis dans un coin. Non. C'est la suite d'enquêtes de choses réalisées dans des pays. Je donne l'exemple de la Corée du Sud. J'en parle dans mon ouvrage Le Sénégal, un lion économique. La Corée du Sud était au même niveau de développement, en tout cas si on prend le PNB par habitant, en 1960. Et aujourd'hui, vous savez que la Corée du Sud nous a donné 5 milliards pour aller numériser l'Assemblée nationale du Sénégal. J'avais dit à Moussa Fana, c'est une honte d'avoir 5 milliards, le Sénégal peut le sortir. En plus, c'est la Corée du Sud qui vient nous faire quelque chose qu'on sait faire ici. Et donc, le général Park, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir en 60? Il dit aux milliardaires coréens qui ont de l'argent, on va aujourd'hui, ensemble avec l'État, créer Daewoo, chantier naval, automobile, etc., etc. Et ils se sont engagés dans ce projet. Et ce sont ces grandes industries qui aujourd'hui portent l'économie de la Corée, qui en fait un pays développé et qui fait que la Corée vient nous donner son assistance financière et technique, y compris dans notre Assemblée nationale d'un pays souverain comme le Sénégal. Alors, ce qu'il faut faire,
et nous avons fait ça, c'est identifier les filières industrialisantes. Nous avons travaillé, on a réfléchi, on a des filières que nous pensons pouvoir maîtriser, parce que nous avons une histoire, parce que nous avons les talents, etc. Nous avons peut-être des institutions capables de les porter. Et ce sont ces filières industrielles qui vont fonder la politique publique de l'État du Sénégal. Et autour de ça, nous allons organiser l'éducation qu'il faut, les cadres, les techniciens, etc. pour ça. Le système fiscal, le système d'incitation, comme on appelle ça en économie, c'est-à-dire les exonérations s'il y en a, les subventions s'il faut faire, etc. Et c'est comme ça que nous construisons ce nouveau système économique qu'on appelle et qui est nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas continuer à créer 1 million de chômeurs sur 10 ans. Sur 20 ans, ça va être 2 millions. Et ce que je dis, c'est un chiffre minimum. Ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils vont se réveiller un beau matin, ils vont saccager le pays, y compris le palais de la République. Et ce sera la faute du président de la République. Mais alors, si vous devez vous interroger sur l'état des réalisations, on a parlé du train qui a justement fait objet de débats, de grands débats. On ne vous a pas entendu parler de du TER, oui. Ah si, nous, de TER, j'en ai parlé combien de fois dans mes mais je veux dire, à partir de l'information... Du Figaro. Oui, moi, je ne l'ai pas fait parce que quand le docteur Diagne en a parlé, on l'a insulté. Le docteur Diagne, l'économiste Diagne de l'université, le jeune Bamba, qui est un Sénégalais comme nous, qui est un économiste, a fait une analyse financière vraiment simple, que tout le monde peut comprendre. A répondu. Non, on l'a insulté, on l'a pas répondu. Non, pour dire que par rapport au Figaro, que c'est une infrastructure sénégalaise. J'ai dit. Où se situe le problème pour vous? Ce que Bamba Diagne a dit, qui est incontestable. Il dit qu'il n'y a pas de rentabilité financière. Pour le TER. Pour le TER. Oui. Alors, il a démontré ça. Oui. Et c'est ça le débat. Le débat, c'est pas que les rails appartiennent au Sénégal. Oui. C'est pas de ça dont il est question. Encore que, quand le gouvernement le dit, ça appartient au Sénégal sous réserve que la dette soit payée. Parce qu'il y a une dette qu'il faut payer et qui est énorme. C'est ce que souligne Bamba Diagne. Je ne veux pas parler de mémoire, mais si vous additionnez ce qu'on doit payer pour la dette chaque année, plus ce qu'on doit payer comme redevance à la société qui exploite, vous n'êtes pas loin de 50 à, je pense, 80 milliards par an ou quelque chose comme ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, cette affaire-là, moi, j'ai dit dès le départ que je n'étais pas d'accord. Si j'avais un TER à faire, c'est pas comme dit le patron du port de Dakar qui à l'époque me dit, moi je veux avoir le plus beau train d'Afrique. Je dis, mais vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Moi je suis pas là pour avoir le plus beau train, surtout que c'est un train qui est fabriqué en France. Quelqu'un même m'a dit que je respecte beaucoup. Oui, le train c'est comme quand, le TER c'est comme quand le métro est arrivé à Paris à la fin du 19e siècle. Je dis, mais enfin, le métro parisien, il est construit par les ingénieurs, les techniciens français. Ils sont contents. Mais nous, si on avait fait le TER, nos ingénieurs, nos techniciens, la question aurait été différente. Si même Macky Sall avait négocié pour que dans la foulée, qu'on forme 2000 ingénieurs et techniciens dans le secteur du chemin de fer, on pourrait dire, ça peut effectivement, 2000, si vous regardez ce que ça va faire comme impact dans le futur, on peut l'accepter en termes de capital humain. Si, par exemple, il avait négocié en disant, désormais, tiens, d'accord, mais les wagons, on les fabrique au Sénégal. Ou les traverses, c'est-à-dire les bois, là, ou en tout cas, le ciment là, entre les rails, ça, on va le faire au Sénégal. On peut négocier, on peut dire, il peut y avoir un intérêt. Mais rien de tout ça. Tout est importé. Et raison pour laquelle, effectivement, au moment aujourd'hui de faire tourner, de l'exploiter, on va prendre la SNCF pour le faire à notre place. Bon, même s'ils promettent que d'ici 5 ans ou je ne sais pas combien de temps, les Sénégalais pourront faire la même chose. Voilà une infrastructure totalement extravertie. Totalement extravertie. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Il aurait mieux valu prendre un train moins sophistiqué, dépenser peut-être 400 milliards, et le reste, s'occuper par exemple de quelque chose qui me paraît important. Lorsqu'on parle de l'agriculture, lorsqu'on parle, en tout cas nous, de notre filière agroalimentaire, vous m'obligez à vous parler d'une des filières industrialisantes de notre programme, il faut un plan de désenclavement de tous les villages producteurs.
Et ça, à 500 milliards de francs CFA, vous pouvez faire travailler des entreprises sénégalaises, vous pouvez faire travailler des PME, partout dans le pays, pour que, bien qu'on puisse faire des pistes autour de Matam, ou autour de Podor, une bonne chaîne de valeur, autour de Souille, etc. Pour être, par exemple, faire ça, ça aurait été beaucoup mieux pour l'économie sénégalaise. Mais Macky Sall, eh bien, il ne comprend pas tout ça. Mais derrière ces réalisations, mais il y a une forte corruption. J'allais y venir. Oui. La transition est trouvée parce qu'en économie, on ne peut pas parler d'économie sans parler de gouvernance. Et dans la gouvernance aujourd'hui, nous avons 2 critères justement d'appréciation. Vous avez l'indice de corruption par le Forum civil, mais vous avez aussi le rapport de Mo Ibrahim sur la question. Oui, en termes d'analyse. La réalité de notre gouvernance. Et on avait le doing business. Le doing business, oui. Bon, ils l'ont chassé. Moi, j'ai toujours dit que ça ne voulait rien dire. Depuis le Sénégal, un lieu économique, ils m'ont contesté et finalement, la Banque mondiale l'a retiré. Et là aussi, je n'ai rien inventé. C'est un économiste, le seul noir qui a un prix Nobel d'économie, il faut le respecter, Lewis. C'est lui qui avait expliqué tout ça dans les années 60. C'est ça. Et donc, si Macky Sall et le Benno Bokk Yakaar veulent comprendre l'économie, il ferait mieux de lire, ou en tout cas qu'on leur explique ce que Lewis a dit. C'est pas mauvais. C'était un des conseils d'un Nkrumah, pour la petite histoire. Transparence ou Forum civil, ils ont fait une étude il y a quelques années pour dire que 2% de la croissance, 2% de la croissance, on perd 2% de croissance à cause de la corruption. 2% de croissance, c'est entre 350 milliards de francs CFA par an. Eux, c'est comme ça qu'ils chiffrent la corruption. Et les flux financiers illicites, calculés par la BAD, etc., au Sénégal, c'est autour de 250 à 300 milliards. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a des gens qui se permettent de soustraire des poches des Sénégalais, l'équivalent de 250 à 300 milliards, et qui les transfèrent à l'étranger, à Dubaï, dans les comptes offshore, aux îles Vierges britanniques, etc. Et sans problème. Amadouba, par exemple, le gouvernement, ils l'ont reconnu publiquement, je suis sidéré. Comment on peut accepter de transférer 1 million d'euros ou 1 million de dollars à Dominique Strauss-Kahn dans un compte offshore par l'État du Sénégal? C'est une reconnaissance de fait des comptes offshore et qu'on les accepte. Voyez-vous? Et donc, la corruption, elle est massive dans ce pays, et les réalisations, derrière ces réalisations dont on parle, il y a énormément de corruption. L'université Amadou Mokhtar Mbow, qui a duré, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, 10 ans au moins, en est un exemple. Tous ces offres spontanées que vous entendez, il y avait l'hôpital de Touba, mais c'est touffu de corruption, c'est touffu de mauvais deals pour le pays. Et donc, c'est pourquoi, quand j'ai dit, et ils ne l'ont pas contesté, tous les 12 000 milliards là qu'on a empruntés pour soi-disant faire des réalisations, eh bien, vous avez peut-être un tiers de réalisations utiles, vous en avez un tiers qui tombe dans la corruption, et vous avez un tiers qui ne sert à rien du tout pour l'économie du Sénégal. Oui, alors, que servent alors nos organes de contrôle? Vous avez vu, par exemple, le rapport donc publié par la Cour des comptes, qui fait justement objet de débat jusqu'à l'heure actuelle. On a pensé à l'Assemblée nationale pour parvenir à créer la Cour pour justement entendre ces ministres en question. Où est-ce que vous en êtes? Alors, où est-ce que nous en sommes à l'Assemblée nationale? En tout cas, l'opposition. Oui. Pour le rapport de la Cour des comptes. Oui, sur ça, l'opposition a fait des résolutions concernant les ministres. L'opposition a demandé au président de l'Assemblée nationale d'installer la Haute Cour de justice, ce que demande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, il refuse de le faire. Ah oui? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il refuse de le faire. Il faudra lui poser la question. Il est ici au Sénégal. Et alors que le règlement intérieur dit très clairement, un mois après l'installation de l'Assemblée nationale, on doit mettre en place la Haute Cour de justice qui doit être présidée par un magistrat. Maintenant, la Cour des comptes, c'est bien ce qu'elle a fait. Elle avait déjà bien travaillé d'ailleurs il y a quelques années en disant que, par exemple, les ICS devaient presque 100 de milliards à l'État du Sénégal. Et donc, ce qui s'est passé avec la Covid, c'est purement scandaleux, inacceptable. On l'a dénoncé à l'Assemblée nationale, les députés ont commencé à bouger. Bon, là, la justice sénégalaise va s'attaquer certainement à des comment on appelle ça, ils vont prendre quelques hauts fonctionnaires peut-être là, mais la responsabilité politique
des ministères là, et c'est ça qu'ils veulent épargner en utilisant cette procédure. Mais nous allons nous battre pour que la Haute Cour de justice soit mise en place et que les ministres qui sont concernés soient attirés devant la Haute Cour de justice. C'est notre combat aussi à l'Assemblée nationale. Alors, une dernière question et entrer à la situation politique du Sénégal. On est à quelques encablures des élections de 2024, la prochaine présidentielle. Où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau de Wallou? On a parlé de l'arrivée de Karim Wade, on a parlé d'une loi d'amnistie pour lui et Khalifa Sall. Comment se traite la question de ces candidatures à l'intérieur de Wallou et comment envisageriez-vous la présidentielle dans le cadre des coalitions de l'opposition? Bon, d'abord, pour ce qui est des projets de loi d'amnistie, oui. La seule information dont on dispose, c'est celle du tailleur du président, Ibrahim Ismaël Madior Fall, qui nous a dit qu'il avait imaginé 3 possibilités, modifier le code électoral, ou faire une amnistie à la carte, ou une amnistie globale classique des faits sur une période donnée, et que la balle est dans le camp du président Macky Sall. Voilà où on en est. On n'en sait pas plus. La question donc de Karim Wade n'est pas discutée au sein de Wallou, puisque Wallou c'est une coalition pour les élections locales et les élections législatives, pas la présidentielle. Donc c'est pas. On vous entend pas trop. Qu'est-ce qui fait Wallou, oui, c'est une stratégie électorale. Non. Wallou s'était réuni dans des circonstances que tout le monde sait, on en a beaucoup parlé, pour les élections locales, ensuite pour les élections législatives, et après en intercoalition avec Yewwi Wallou sur les élections législatives. Il n'y avait pas d'accord pour discuter de la présidentielle. Alors, Teki, Mamadou Lamine Diallo, dit qu'il faut parler au peuple sénégalais. Nous devons débattre avec le peuple sénégalais. Sur les offres de programme. Sur les valeurs, sur les institutions et sur notre stratégie offensive planifiée d'industrialisation. C'est cela qui nous intéresse, parce que c'est ça l'avenir du Sénégal, c'est ça l'agenda de redressement du Sénégal, c'est par là qu'il faut passer, et nous y sommes engagés et nous allons le faire, Inch'Allah. Pour la candidature, à la candidature de la présidentielle de 2024, vous êtes partant? Nous sommes engagés dans cette direction-là. C'est pourquoi je vous dis, Inch'Allah, nous sommes engagés, et non seulement pour la 2024, pour l'agenda de redressement du Sénégal, autour des valeurs, des institutions à l'Assemblée nationale. Comme je vous ai dit au départ, ces problèmes relevant de la démocratie ou du fonctionnement de la République, il faut les régler une bonne fois pour toutes. Et ensuite, se lancer dans cette stratégie, comme je vous ai dit, offensive planifiée d'industrialisation, parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et le Sénégal, c'est l'âme de l'Afrique. Nous avons cette responsabilité historique d'élever le Sénégal à ce niveau-là et l'Afrique à ce niveau-là. Et personne ne va nous arrêter, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et nous faisons de la politique, nous ne sommes pas dans la vie privée des gens. Oui, et pour tirer un bilan de la gestion de Macky Sall aujourd'hui, par rapport aux politiques publiques, aux réalisations pour vous? Moi, je ne suis pas impressionné par ça, parce que c'est facile à faire. Je disais d'ailleurs à Ben Ahmed de Jeune Afrique, un jour, je suis allé le voir quand il y a eu la polémique autour de Serine Touba, l'article qui est sorti dans son journal. Je suis allé le voir pour lui dire comment ça peut se passer. On a échangé, il aime bien Macky Sall, tout et tout. Il me parlait des réalisations. Je dis, vous savez, un ordinateur bien programmé peut exactement faire la même chose à partir du palais de la République. Parce que vous donnez une instruction à la direction des routes, de l'AGETIP, à la direction du budget, par exemple, ils sont tout à fait capables de vous faire une route. Et pour moi, ça c'est élémentaire, et ça ne vaut pas, à mon avis, 10 milliards de francs CFA par an de fonds politiques, ça ne vaut pas des dizaines de milliards à la présidente de la République. Ce qu'on demande au président de la République dans notre pays, c'est d'élever le Sénégal et l'Afrique pour que l'Afrique soit véritablement le moteur du monde. S'il n'est pas capable de le faire, il nous laisse notre pays, parce que nous n'avons que ce pays-là. Je suis exclusivement de nationalité sénégalaise, je n'ai que ce pays. S'il n'est pas capable de le faire, il a en plus fait 2 mandats, il n'a qu'à laisser tranquille ce pays-là. Une dernière question, qu'on en soit toujours là, en Afrique, en parlant de questions économiques, oui, l'Afrique est le continent d'avenir, les prévisions sont bonnes pour l'Afrique, mais qu'est-ce qui fait défaut? C'est parce qu'en Afrique, nous n'avons pas encore, ou très peu, moi je l'ai vu chez MLS, que j'ai rencontré contre Quator il y a quelque temps, une élite nationaliste qui comprend les enjeux du monde,
qui soit cultivé, qui aime son pays, qui aime son peuple et qui n'ait pas de complexe vis-à-vis de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Turquie, de la Chine. Eh bien, c'est ça qui nous manque. Et tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez pas de l'avant. Et on a tous les moyens pour y réussir. Bah, c'est une bataille, c'est la bataille que je mène, c'est la bataille de Teki. Il y a des jeunes femmes, etc., qui sont là, qui comprennent l'engagement, l'idéologie, la détermination de Teki. Et comme j'ai dit, il nous faut 5% de la population active pour transformer radicalement un pays. Et c'est possible. Et nous sommes dans cette bataille-là, comme disait le Khalif général des Mourides, vous devez être un nationaliste du sel pour pouvoir transformer ce pays. Et il a raison. Il a parfaitement raison. C'est ce que j'ai dit, avoir des élites nationalistes qui soient capables, qui aiment leur pays et qui soient capables, qui soient ouverts dans le monde, qui acceptent l'esprit scientifique, qui acceptent la démarche scientifique, qui soient pas là dans des situations émotives et subjectives. Et c'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est possible. C'est parfaitement possible de le faire. Et nous nous engageons dans ça. Et nous sommes dans ça. Et nous allons nous battre pour ça. Et 2024 est un moment important puisque nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, 2024 est déjà là. Vous avez défloré une partie de votre programme. On aura certainement l'occasion de discuter du contenu réel. Il faudra me donner 2h45. Inch'Allah, vous comme les autres, pour pouvoir parler aux Sénégalais. Moi, j'ai demandé le premier. Oui, il n'y aura pas de problème, ce sera au tirage. Alors, que les Sénégalais si vous laissez au sort, au sort, je serai d'accord. Certainement, parce que c'est ce qu'il faut discuter des offres programmatiques. En tout cas, merci. On aura certainement l'occasion de discuter, parce que c'est toujours intéressant de discuter avec vous, surtout sur des questions économiques eu égard à votre parcours. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, un excellent bravo à l'équipe digitale et aussi un excellent dimanche aux auditeurs. Merci, au revoir et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé